l'habitude de travailler avec certains professionnels. Là, on leur demande d'aller un petit peu plus loin et de travailler vraiment ensemble, d'avoir des protocoles éventuellement, des façons de travailler conjointes. La CPTS, alors je ne vais pas faire le point qu'a indiqué Dr Lanotte, mais qui est une vraie opportunité aussi pour le territoire et pour les professionnels, puisque il y a un point aussi que vous avez peu évoqué, c'est la question de la formation aussi. Les CPTS, il y a aussi un rôle de formation des professionnels au sein de cette communauté et qui permet de monter en compétence la plupart des professionnels. Les CPTS aussi doivent permettre de travailler davantage le lien ville-hôpital. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le sujet du colloque aujourd'hui, le lien avec l'hôpital ou l'hôpital lui-même. L'hôpital a des difficultés. L'hôpital est aussi un recours, souvent, vous le disiez dans votre questionnaire, sur le fait que quand on n'a pas de médecin traitant, quand on n'arrive pas à avoir un accès à un médecin, on va à l'hôpital. Et c'est valable aussi pour les spécialistes. Et donc, il est absolument nécessaire qu'il y ait ce lien entre les spécialistes de l'hôpital et les médecins de ville. Donc, comment y arriver d'un médecin isolé avec un médecin de l'hôpital, c'est assez compliqué. Donc, le fait d'avoir ces organisations permet de maintenir, de créer ou d'améliorer le lien ville-hôpital. D'autant que dans le département du Cher, on a quand même la chance d'avoir une CPTS sur chaque territoire. Et ça, c'est un avantage même au niveau de la région. C'est vrai, quand on se compare à d'autres départements, donc ça, c'est dans la partie de ce qui va bien, d'autres départements ou d'autres régions, on a vraiment la chance d'avoir ce maillage. L'exemple des centres de vaccination, je pense, est extrêmement pertinent. Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire qu'il y a la CPTS, mais le fait d'avoir un acteur sur chaque territoire, mais aussi sur chaque secteur, a été un atout, nous a permis d'être hyper réactifs pendant la crise Covid, la crise de la vaccination. Ça nous a permis de nous mettre autour de la table avec la CPTS, la ville aussi, alors que ce soit Bourges, Vierzon qui s'est beaucoup investi, Saint-Amand, Sancoin, Sancerre, Sancerre, Saint-Satur, et puis Saint-Douchard aussi, je crois que j'en oublie pas. Hein. Alors ça, c'était dans un deuxième temps. Mais effectivement, justement, ces organisations nous ont permis d'aller plus loin avec les communes qui se sont beaucoup investies dans la tenue des centres de vaccination. Et ensuite, avec les communes en dehors de ces centres de vaccination fixes, avec des centres de vaccination temporaires qui ont été aussi promus grâce à la présence des CPTS et la présence des élus. Alors je sais qu'il y en a plusieurs dans la salle qui sont concernés, qui se sont mis vraiment dans le sens d'un travail en commun et qui ont permis de faire en sorte que cette vaccination soit plutôt un succès. On a aussi, en termes d'organisation, alors je vais un petit peu plus loin que la prise en charge médicale en elle-même, mais qui est hyper importante, le dispositif d'appui à la coordination, le DAC, dans lequel aussi la CPTS de Bourges intervient, mais qui est aussi un outil, et grâce à des professionnels qui sont là, pour faire le lien entre les différents acteurs du territoire, de la prise en charge, pour apporter des solutions, des méthodes de prise en charge, pour les personnes qui sont souvent les plus éloignées du soin. Il y a aussi l'assurance maladie qui se met en branle pour faire en sorte que les personnes aient tous accès aux droits, qui est le début de l'accès aux soins. Un autre gros sujet qui permettra, puisque là, en fait, je ne suis pas dans la prospective. Je parle déjà de ce qui existe aujourd'hui, de ce qui a été mis en place pour essayer de, justement, affronter la période qui est devant nous, puisqu'on l'a bien compris, les 10 prochaines années seront sûrement difficiles à ce niveau-là, puisqu'on est toujours dans une baisse et on va remonter. Après, le côté optimiste de la situation, en disant que dans 10 ans, on sera à la situation d'aujourd'hui, en nombre de professionnels, oui. Après, on peut imaginer que pendant cette période-là, on aura développé des organisations, des façons de travailler, des coordinations qui nous permettront, dans 10 ans, d'être dans une meilleure situation qu'aujourd'hui, puisque on sera sur une phase d'augmentation du nombre de professionnels. Mais pour cela, il sera nécessaire d'augmenter la formation, d'améliorer la formation. Alors pour ça, effectivement, une lueur
dans la région, c'est la création du CHU d'Orléans, donc passage du centre hospitalier régional d'Orléans en centre hospitalier universitaire. Donc le CHU d'Orléans pourra former des professionnels de santé, des médecins. Ça va prendre du temps, évidemment, mais c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Aujourd'hui, on pêche par l'éloignement du CHU à Tours. On est à environ 2 heures. Et puis, dans la tête des internes, alors je ne suis pas dans leur tête, mais ce qui en ressort, en tout cas à nos oreilles, c'est l'éloignement. Alors, c'est l'éloignement géographique, mais l'éloignement ressenti aussi. C'est vrai que on est loin de Tours, que ce soit en temps, que ce soit géographiquement. Et donc, l'idée de cet accueil des internes dans une résidence adaptée, même qui puisse être attractive, fait partie des éléments qui pourront être intéressants à très court terme, mais à plus long terme, effectivement, le fait d'avoir Orléans à une demi-heure de Vierzon, à 1 heure de Bourges, c'est quelque chose qui sera un vrai atout. Et justement, dans les relations que l'Agence régionale de santé pourra avoir avec le CHU, c'est justement d'avoir cette répartition des internes qui soit en proximité, au niveau de la ruralité aussi, sans même parler de la 4e année comme on a pu le faire, d'avoir cette relation de proximité. Ensuite, on parle du médecin perdu, mais l'idée c'est aussi de retrouver des aides-soignants, des infirmiers pour travailler en équipe. Là-dessus, alors il y a eu un point très intéressant sur les infirmiers de pratique avancée ou les infirmiers azalés. C'est en développant ces dispositifs, en développant ces professionnels, la formation, qu'on arrivera justement à se répartir le temps médical. Je reviendrai un petit peu après, mais le fait d'avoir une augmentation significative, puisque on est presque à un doublement en quelques années du nombre d'infirmiers et d'aides-soignants formés, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Là, pour le coup, c'est la région qui est en première ligne là-dessus et qui a vraiment répondu aux demandes sur ces questions-là, même si maintenant, le fait d'augmenter le nombre d'étudiants à l'entrée ne nous garantit pas d'augmenter le nombre de diplômés à la sortie. Et donc on a un gros travail à faire pour faire en sorte qu'il y ait moins d'abandon pendant la formation et que les étudiants formés dans ces écoles soient vraiment des étudiants qui prennent un poste à la sortie, que ce soit dans le département, la région ou même ailleurs. On voit beaucoup trop d'abandon ou d'échecs dans ces formations. Donc là, on a un gros travail de remise en question sur ce sujet-là, puisqu'il n'est pas question d'abandonner cette politique qui doit pouvoir porter ses fruits. Donc ça, c'est ce qui se fait déjà aujourd'hui, avec une volonté de continuer. Ce qui se fait également, alors il y a eu un constat tout à l'heure, je crois que c'était l'adresse que vous aviez repris ces éléments-là, c'est sur la question de la formation même en amont. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, les berrichons, quand on est au lycée, ou quand on était au lycée, il y a plus ou moins longtemps en fonction des gens, il y a un certain frein à l'idée de se dire je vais faire des études de médecine. Il y a une sorte de plafond de verre à ce niveau-là. On se dit soit on n'en est pas capable, soit on n'en a pas les moyens, soit le CHU de Tours est trop loin, ça va nous coûter trop cher. Et donc, ça fait le lien aussi avec les inégalités sociales et la reproduction des inégalités. Mais c'est quelque chose qu'on doit combattre, puisqu'on sait qu'un élève qui vient d'un territoire a une appétence de base, en général, à revenir. Sauf que les étudiants du Cher, alors il y en a très très peu par promo en général à Tours, mais ceux qui sont formés à Tours, en général, ne reviennent pas forcément. Donc là, on a un gros travail à faire. C'est pour ça qu'il a été développé avec plusieurs lycées du département du Cher, notamment de l'Indre aussi, il me semble, ce qu'on avait appelé Objectif PACES, c'est-à-dire d'avoir une formation plutôt méthodologique au moment du lycée
pour convaincre les lycéens qui sont capables de suivre des études de médecine, leur montrer finalement la méthodologie de l'apprentissage pour qu'ils ne se sentent pas incapables de le faire et qu'au contraire, on leur donne l'assurance d'y arriver. Et si on ajoute à ça les différentes bourses du conseil départemental notamment qui les accompagnent tout au long de leur scolarité, on doit pouvoir continuer à les persuader qu'ils en sont capables puisqu'on en est persuadé nous-mêmes. Ensuite, il y a la question des médecins étrangers auxquels on a beaucoup recours ces derniers temps et qui nous aident vraiment beaucoup pour combler des situations qui sont parfois extrêmement difficiles. On pense aux urgences, que ce soit aux urgences de l'hôpital de Bourges, mais aussi aux urgences psychiatriques ou dans les différents hôpitaux du territoire. Même si on le voit moins sur la médecine libérale, puisque la médecine libérale ne peut accueillir quasiment, on va dire, que les médecins européens. Donc là, on a l'occasion de voir des médecins européens, mais rarement extra-européens. Donc tout ça, effectivement, c'est ce qui existe aujourd'hui et ce vers quoi on veut appuyer. Vraiment, la question de la formation, c'est quelque chose qu'on aurait probablement dû faire déjà depuis quelque temps. La prise de conscience a été là, elle est partagée. Maintenant, il faut qu'on continue là-dessus, et même si on ne voit pas les résultats aujourd'hui, demain, l'année prochaine ou dans 2 ans, on sait que les résultats seront au rendez-vous et qu'il nous faut persévérer dans cet objectif. Après, la question des outils, puisque finalement, à court terme, à très court terme, c'est avec les outils qu'on va réussir à s'en sortir, à partager le temps médical. Patricia Senson a parlé des assistants médicaux qui sont, à mon avis, une très bonne solution. Alors, vous avez parlé du temps de formation, docteur Lanotte. Effectivement, les 480 heures sur 600, le calcul que vous avez fait, c'est beaucoup. Après, c'est la première année. Ensuite, il y a plus de temps une fois que la personne est formée, il n'y a plus de temps de formation et ce temps de formation au départ peut être géré aussi en e-learning pour justement le laisser à disposition du professionnel de santé. Cet assistant médical doit permettre au médecin de se concentrer sur le patient et sur sa tâche. Cet assistant médical, comme l'a dit Patricia Senson, doit pouvoir être utile pour pouvoir à la fois déshabiller le patient, enfin l'aider à se déshabiller, et puis aussi à pouvoir faire du travail un petit peu administratif. Donc là, on doit pouvoir libérer du temps médical là-dessus. Après, évidemment, ça veut dire que le rôle du médecin change. Il évolue. Il ne change pas totalement, mais il évolue. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le médecin soit d'accord pour consacrer tout son temps à du temps uniquement médical. On a aussi différents professionnels qui nous disent « Moi, j'ai besoin du temps où pendant que j'écris justement à mon ordinateur, je discute avec mon patient. Et parfois, dans l'échange, je me rends compte de certaines choses qui peuvent être utiles. » Donc, à la fois, ces assistants médicaux doivent être un soutien, mais ne doivent pas faire en sorte que la consultation du médecin soit de l'abattage. Il faut toujours qu'on garde la qualité dans les échanges entre le patient et le médecin et cette relation de confiance. Ensuite, les outils, vous les aviez évoqués au niveau numérique. Alors, il y a mon espace santé aussi qui doit être une sorte de carnet de santé du patient qui doit pouvoir être ouvert, et justement là-dessus on a besoin de faire la promotion avec l'assurance maladie de cet outil-là pour que chacun ouvre son espace santé sur lequel il puisse avoir un accès et en même temps qu'il puisse être partagé avec les professionnels de santé. La télémédecine, c'est pour moi, alors ça c'est mon avis personnel, mais n'est pas la panacée sur tout ce qui est question généraliste. Alors les cabines de télémédecine peuvent être un outil pour quelqu'un qui peut avoir une personne jeune qui a une bronchite et qui a besoin de voir un médecin, mais qui n'a pas forcément besoin que ce soit son médecin traitant qui le connaît bien, qui connaît ses pathologies, etc. Sur tout ce qui est pathologie chronique, on ne peut pas imaginer d'avoir un suivi via les cabines de télémédecine. Mais elles peuvent être un atout sur le territoire
de proximité sur des soins urgents, mais pas vitaux, pour le confort de tous et l'accès aux soins. Par contre, et c'est là où on se projette vers quelque chose de positif, de très positif, qui fait plus que combler une perte qu'on aurait eue ces derniers temps, c'est tout ce qui est télé-expertise. C'est-à-dire que grâce aux outils qui commencent à être mis en place, cette télé-expertise doit nous permettre d'avoir un accès à un médecin spécialiste, même dans les coins les plus reculés du territoire berrichon. Puisque avec les réseaux qu'on met en place, alors l'Agence régionale de santé, mais pas que, avec les différents partenaires et puis les professionnels de santé qui se rendent disponibles pour dire moi je veux bien étudier une photo au niveau dermatologie par exemple, c'est l'exemple qui est le plus simple. Si vous allez chez votre médecin traitant à Sancoins par exemple, je prends une MSP ou n'importe où, dans un médecin, dans un cabinet, qui voit un grain de beauté un peu particulier, vous n'avez pas un dermatologue sous la main. Par contre, la télémédecine permet à ce médecin de pouvoir prendre une photo, la transmettre à un spécialiste qui est parfois dans le département ou même en région, voire au-delà, et d'avoir une réponse très rapide. Donc là, on est vraiment sur une amélioration de la qualité des soins. C'est assez rare pour en parler, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors c'est valable sur la dermatologie, mais aussi sur d'autres pathologies, bien évidemment. Là-dessus, par contre, comme tous les outils qui sont mis à disposition, il n'est pas question que ce soit plus compliqué qu'avant. Et on a besoin effectivement d'entendre les professionnels de santé sur leur utilisation. On a besoin aussi d'entendre les usagers sur leur utilisation et leur accès à ces nouveaux outils et de trouver des solutions. Enfin, alors j'en arrive là, mais c'est la question des aides à l'installation. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de bonne solution, à mon sens. L'idée, c'est effectivement d'investir sur le long terme, sur les élèves formés. Les aides à l'installation, aujourd'hui, alors vous avez souligné, docteur Lanotte, tout à l'heure, que Bourges n'était pas considérée comme une zone sous-dense. La réalisation du zonage est toujours un casse-tête pour l'agence, puisqu'on connaît les besoins sur l'ensemble du territoire. Après, la question, c'est si l'ensemble du territoire est zoné, est-ce qu'il existe encore réellement un zonage ? Alors moi, j'ai ma petite réponse. On sait qu'effectivement, c'est dissuasif ça peut être dissuasif de s'installer sur un territoire qui n'est pas zoné. En gros, sur 5 km d'écart, ou même 1 km parfois, vous êtes en zonage où donc si vous vous installez, vous touchez 50 000 €. Si vous installez 1 km à côté, à Bourges, vous ne touchez pas ces 50 000 €. Donc une personne lambda, il y a une grosse différence. Sur la question de l'installation d'un médecin, à mon sens, la différence est relative et c'est plus une question symbolique. La ville de Bourges, sur le département du Cher, justement, a fait un gros effort pour essayer de trouver une solution qui permette de compenser ce gap entre 0 et 50 000 et propose une aide à l'installation qui est moindre, pour prendre aussi en compte l'idée que quand on s'installe à Bourges, on ne s'installe pas non plus dans une zone reculée. Et pour garder il y a un avantage comparatif en s'installant à Bourges. C'est vrai que, vous l'avez dit tout à l'heure dans les éléments de l'adresse, un jeune médecin qui s'installe, ou un médecin jeune ou moins jeune, ce qu'il veut, c'est être près des services, près des écoles, des collèges, des lycées, même de la fac. Il veut être près d'un hôpital, il veut avoir des collègues spécialistes proches. Et là, pour le coup, quand vous vous installez à Bourges, vous avez tout ça. Donc c'est ça qui est entré dans la réflexion de l'agence. En ajoutant en plus dans le zonage les quartiers politiques de la ville de Bourges. C'est-à-dire qu'il reste une faible partie. Sur la question de l'installation, c'est aussi ce qu'on fait et ce qu'on veut faire davantage. Alors je ne sais pas si Madame de Choulot, vous m'autorisez à casser le suspense maintenant ou si vous voulez le faire tout à l'heure. Mais justement, dans la réflexion commune qu'on a pu avoir avec le conseil départemental, c'est de se dire qu'est-ce qui peut faire la différence pour installer un professionnel de santé.
puisque au final, quand on regarde notre département, on est quand même bien dans notre département. On a un hôpital qui a ses difficultés parfois, mais qui a aussi des, des services d'excellence. On a aussi une clinique qui fonctionne bien, qui est aussi très reconnue sur le territoire. On a des MSP qui fonctionnent bien, on est couvert par des CPTS. On a aussi, et ça l'a été dit à plusieurs reprises, des partenaires qui travaillent ensemble. Le conseil départemental, les CPTS, l'assurance maladie aussi, où on a une relation privilégiée. Ça s'est vu justement sur la gestion de la crise, où tout le monde est tiré dans le même sens. Donc on se dit, en fait, on a déjà tout ça. On a des entreprises aussi qui fonctionnent bien, qui attirent des ingénieurs et tout ça. Et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire en sorte de fidéliser les professionnels, ou même pire, de les faire venir? Parce qu'une fois qu'ils sont présents, au final, on arrive à peu près à les fidéliser. Et donc, cette réflexion, on est arrivé à se dire qu'en fait, on a besoin d'un accompagnement et d'un service personnalisé pour les professionnels, puisque quand on essaye de se mettre dans la peau d'un professionnel, on se dit, voilà, moi, je viens de finir mes études, je veux m'installer sur un territoire, je suis d'accord pour aller sur un territoire un peu mi-rural, mi-urbain, mais oui, j'ai entendu parler pendant ma scolarité de tel endroit. Je sais que je peux toucher une aide à l'installation, mais en même temps, si je vais dans un territoire reculé comme Bourges, je ne suis pas sûr d'avoir... Enfin, mon conjoint ou ma conjointe, je ne suis pas sûr qu'elle trouve un travail. Je suis pas sûr... Enfin, je ne sais pas comment je vais trouver une maison, parce que je ne sais pas s'ils habitent des maisons dans ces endroits-là, s'ils habitent des cahutes ou des trucs comme ça. Et donc, j'ai besoin qu'on m'aide. Et donc, l'idée, nous, au niveau de l'agence et du conseil départemental, c'est d'embaucher quelqu'un qui aura pour mission de tenir la main des professionnels pour leur faire un parcours personnalisé et les aider à répondre à toutes les questions qui concernent l'installation sur un territoire. Alors, c'est pas révolutionnaire, hein, c'est pas nous qui avons inventé ça. Ça existe dans différents départements, ça existe à Bourges, avec une mission santé qui a été construite il y a maintenant 4 ans, je crois, et qui fonctionne. Et justement, c'est parce qu'on a vu que ça pouvait fonctionner qu'on s'est dit que ce serait utile pour le reste du territoire, en lien évidemment avec la mission qui existe à la ville de Bourges. Et donc cet objectif, c'est de pouvoir construire un réseau avec les ordres des médecins, des infirmiers, des kinés, avec les chambres, même les chambres consulaires, avec les DRH des entreprises, pour que quand il y a un professionnel qui se manifeste, via le Conseil de l'Ordre par exemple, qui dit moi j'aimerais m'installer dans le territoire du Cher, pas forcément à Bourges, qu'on puisse lui proposer clé en main un cabinet, lui dire bah voilà, si vous voulez vous installer à Sancoins, Néronde, je sais pas, Saint-Florent ou quoi, on connaît des cabinets qui sont disponibles. On a des liens avec la mairie, par exemple, pour trouver des places en crèche ou pour vous aider à faire l'inscription de vos enfants à l'école. On a un réseau aussi de DRH qui peuvent répondre peut-être aux demandes de votre conjoint pour trouver un travail sur place, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les entreprises privées, des grands groupes, des plus petits, pour vous aider à vous installer sur le territoire. Et vous verrez, vous y serez bien. En plus, l'immobilier est pas cher et on habite des vraies maisons, parfois même des très grandes maisons qui sont largement abordables pour les personnes qui ont des revenus comme les médecins. Et donc, cette personne, elle est là. C'est Geoffroy Coursier qui a pris ses fonctions la semaine dernière, qui a pour objectif, dans un premier temps déjà, de faire un état des lieux de la situation du département, de rencontrer l'ensemble des partenaires pour essayer de construire quelque chose en commun, qui a rencontré, alors sa première rencontre, ou une des premières, c'était Émilie Piétude, la ville de Bourges, qui travaille sur la même chose au niveau de la ville, justement pour créer des complémentarités et pas une concurrence, puisqu'il n'est pas question d'être là-dessus, d'échanger leurs tuyaux, d'échanger leurs connaissances du territoire, pour justement avoir ce service personnalisé sur le département et se donner les moyens d'attirer des professionnels.
Je sais, alors je ne sais pas si vous reprenez la parole après, mais je sais que le conseil départemental travaille aussi sur l'attractivité du territoire plus largement, pour donner justement cette envie de s'installer sur le territoire, de montrer qu'on a un service pour faciliter l'installation sur le territoire, d'orienter vers les CPTS aussi qui, sur le volet professionnel, ont des réponses justement aux questions qui peuvent se poser et permettre le meilleur accès aux soins possible. Je sais pas, vous vouliez réagir. Oui, juste un petit mot effectivement pour dire qu'en fait dans notre mission de conseil départemental, il n'y a pas la santé. Mais il était évidemment apparu sur ce mandat que c'était une priorité numéro un pour le territoire. Et donc, on a beaucoup réfléchi tous ensemble avec les collègues. Et comme la santé est une priorité, nous avons maintenant une conseillère départementale qui est déléguée à la santé, Clarisse Duluc, hein, qui est là, sur arrêté du président et qui va donc se concentrer spécifiquement sur cette question-là. La deuxième chose qui nous est apparue, c'est que en matière de désertification médicale, comme on court après l'urgence, on est un peu tous, comme on dit, dans notre couloir de nage. Donc le conseil départemental, il fait ce qu'il peut sans avoir vraiment la compétence, si ce n'est quand même que nous nous occupons des personnes âgées, des personnes handicapées, et que donc nous avons par exemple un volet de prévention de la perte de dépendance qui est quand même important avec la conférence des financeurs à laquelle participent la CPAM et l'ARS. C'est pour ça que je vous disais, on a quand même beaucoup d'instances dans lesquelles on travaille ensemble. Mais on n'avait pas de compétences pures médicales. Sur le territoire, c'est un peu aussi comme ça que ça peut se coordonner, c'est-à-dire que parfois, il y a des instances qui se créent qui sont vraiment médicales avec des professionnels du médical, et puis d'autres instances qui seront plus des instances d'élus qui réfléchissent, eux, avec une vision territoriale. Et c'est vrai que ce n'est pas révolutionnaire, ce qu'on a mis en place. Ce qui est un petit peu plus révolutionnaire, c'est que c'est la première fois que la collectivité territoriale et l'ARS co-gèrent ce genre de poste. C'est-à-dire qu'on s'est dit, plutôt que de faire chacun un machin de notre côté, soyons malins et essayons d'unir nos forces. Clairement, nous, on a besoin de la compétence médicale de l'ARS, on a besoin de toutes les connaissances fines que vous avez, et en particulier, ce qu'on voudrait faire, c'est de l'attractivité un peu en 2.0. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des belles maisons, on a des centres équestres à côté, on a des golfs, oui, qui sont très importants. Mais malheureusement, il y a quelques départements, à part le Cher, qui en ont aussi. Et en revanche, ce qu'on a analysé, alors je le livre à la sagacité des intervenants qui sont là, ce qu'on a analysé tous ensemble, avec Clarisse aussi, c'est que ces jeunes médecins, justement, ça a été dit, ils veulent un exercice coordonné et ils veulent un exercice aussi en termes de compétences. On est maintenant dans cette société où on réagit aussi en se disant, je veux des compétences, je veux évoluer dans mon métier et je veux que mon métier puisse me permettre de faire un plus grand nombre de choses. Et c'est là où on s'est dit, travailler ARS plus le conseil départemental pour l'attractivité, c'est aussi dire à ces jeunes médecins, vous aurez le golf et vous aurez la belle maison, mais vous aurez aussi tel ou tel dispositif qui peut vous intéresser, parce que des dispositifs, on en connaît quelques-uns, des exercices pluridisciplinaires, on en connaît quelques-uns, et donc ça peut les intéresser de participer. On sait qu'il y a des expérimentations, par exemple, qui sont ouvertes sur le département en matière médicale, ça peut les intéresser de rentrer dans ce type d'exercice ou de dispositif, ou en tout cas de leur montrer que on peut être médecin dans le Cher et faire des choses intéressantes. C'est pas réservé à la ville et c'est pas réservé à l'hôpital d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des choses intéressantes qui se font en pluridisciplinaire entre les cabinets de ville. Merci. Juste pour conclure mon intervention, en fait, je me suis mis sur ma feuille un grand point que j'ai entouré, que j'ai pas abordé. Mais qui est un petit peu tout ce que j'avais dit un petit peu avant, c'est la question du SAS, du service d'accès aux soins. Donc Monsieur Lanotte, vous en avez parlé un petit peu. C'est la question qui met un petit peu en relation tout ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire le travail des CPTS, le travail avec l'hôpital, le besoin de médecins traitants, ou en tout cas le besoin d'avoir un rendez-vous rapidement pour certaines situations. Et donc, le travail qu'on fait maintenant depuis plus d'un an, c'est de mettre en place quelques briques qui doivent nous permettre de faire ce service d'accès aux soins. Alors, ces petites briques, c'est quoi ?
Alors déjà, le service d'accès aux soins, c'est quoi? C'est d'avoir la possibilité de faire le 15 ou un numéro spécial qui permet d'avoir accès à au moins un conseil médical en fonction de la situation, d'avoir un accès à une consultation médicale ou d'avoir juste accès aux urgences en fonction de la gravité de la situation. Ce service d'accès aux soins, en fait, on fait un petit peu comme Monsieur Jourdan, c'est-à-dire qu'on commence à le mettre en place sans savoir vraiment qu'on le fait déjà depuis plusieurs années. Ça se traduit comment? Ça se traduit par la mise en place de créneaux de soins non programmés. Alors ça a été commencé, ça a été mis en place dans un premier temps par la CPTS de Bourges. Alors ces créneaux de soins non programmés, c'est quoi? C'est quand vous appelez votre médecin, qu'il n'a pas de créneau, et que vous avez besoin de le voir dans les 2 jours parce que ça va pas, vous vous sentez pas bien. C'est pas une urgence vitale, mais vous avez besoin de voir votre médecin, alors que ce soit pour un arrêt de travail ou pour avoir des médicaments, tout simplement, et un diagnostic. Et donc l'idée de ces soins non programmés, c'est qu'il y a une plateforme que vous appelez, en l'occurrence le 15, et qui vous oriente, en fonction de la gravité de votre situation, vers un rendez-vous médical qui est mis à disposition par des professionnels du territoire. Donc là, la CPTS de Bourges a mis ça en place déjà maintenant depuis 2-3 ans, 4 ans. Le temps passe vite. Depuis 4 ans, ça monte en charge. Ça a mis du temps aussi pour se mettre en place avec le centre 15, de prendre les habitudes. Ça existe sur Bourges. Ça commence à exister sur l'est du département. Ça commence à exister aussi sur Vierzon. C'est en réflexion au niveau de Saint-Amand, enfin du territoire de Saint-Amand. Et donc c'est des choses qui doivent exister et qu'on essaye de rendre cohérentes pour pouvoir offrir cette possibilité d'avoir un accès aux personnes des différents territoires. C'est aussi avoir une régulation, c'est-à-dire d'avoir un médecin au téléphone quand vous appelez le 15. C'est-à-dire, quand vous appelez le 15, vous avez un assistant de régulation qui, en fonction de la situation, vous passe le médecin urgentiste. Sauf que des fois, votre pathologie ne nécessite pas forcément d'avoir un urgentiste au téléphone et on pourrait vous orienter vers un médecin généraliste. Donc justement, monsieur Lanotte, encore une fois, vous avez spoilé les 3/4 de mon truc, mais c'est très bien comme ça. On a une équipe de médecins, principalement de médecins retraités, qui se relaient au centre 15 justement pour répondre à ce besoin. Et donc, ça permet, la plupart du temps, un conseil médical suffit, ou alors on peut orienter vers les médecins libéraux. Toute cette organisation du SAS doit être mise en place, a priori, d'après ce que disait le ministre, pour l'été prochain, mais se met en tout cas petit à petit en place dans le département, encore une fois, à notre façon, avec les outils et les ressources qui sont disponibles, et puis avec la volonté des uns et des autres, puisque là-dessus, pour l'instant, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est justement le fait d'avoir l'habitude maintenant de travailler en collaboration au sein des CPTS, des MSP et des différentes équipes pluriprofessionnelles que les choses se mettent en place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'annonce positif pour l'accès aux soins sur le territoire, en tout cas sur l'accès aux soins d'urgence, enfin d'urgence relative là-dessus, mais en tout cas d'accès à un médecin dans les meilleures conditions le plus tôt possible. Donc si je reprends moi les différents éléments qu'on a pu aborder aujourd'hui, alors encore une fois, monsieur Lanotte, vous avez pu exposer la situation, en tout cas des médecins, en tout cas de certains médecins. Je pense que, enfin, j'espère, tous n'ont pas la même analyse, mais en tout cas, vous avez pu montrer votre analyse. De notre côté, alors on est conscient que la situation est hyper difficile. Il n'est pas question de nier la difficulté de la situation actuelle et des prochaines années. Notre rôle à nous, il est évidemment de ne pas baisser les bras et de trouver des solutions pour faire avec, encore une fois, avec les troupes qui sont disponibles sur le territoire et en essayant de ne pas les fatiguer outre mesure et au contraire de les préserver. Donc pour ça, les solutions qui sont sur la table et sur lesquelles on va continuer d'investir, c'est la question des organisations, donc MSP, CPTS, équipe de soins primaires, mais aussi le lien avec l'hôpital,
puisqu'on est convaincu que ça passera par là, que ce soit à Vierzon, Bourges ou Saint-Amand ou Sancerre. Le lien ville-hôpital sera absolument nécessaire pour pouvoir soulager à la fois la ville et l'hôpital. La question de la formation est évidemment un point crucial. Donc l'idée, c'est de continuer sur le rythme qui a été imprimé. La question de l'attractivité dans tout le département, et puis même au-delà au niveau de la région, le lien demain à faire entre le CHU d'Orléans et puis le territoire du Cher, et l'hôpital de Bourges aussi. Et puis à la fois se familiariser avec les outils, s'en saisir, puisque là on a un gros travail à faire et on a vraiment un gisement d'amélioration ou d'optimisation en tout cas de nos ressources, en intégrant les médecins, puisque c'est le thème aussi de la journée, mais pas que, en intégrant aussi les autres professions. On parle souvent des infirmiers de pratique avancée, mais aussi des autres partenaires. Enfin, je pense aux EHPAD qui sont présents sur le territoire, au SIAD, à l'hospitalisation à domicile, au médico-social dans son ensemble, au DAC, qui est aussi une vraie ressource pour le territoire et qui nous a permis de résoudre des situations, en tout cas de prendre des situations en charge qui étaient souvent en déshérence. Donc, je n'ai pas un discours béni oui-oui, juste je sais et je vois qu'en se mobilisant tous dans le même sens, on arrive à faire des choses, on arrive à tous se mobiliser pour trouver des solutions. Après, si on peut avoir une belle surprise avec une 4e année qui se fait sur les territoires, on travaillera avec les acteurs, que ce soit les médecins, les exercices coordonnés, et puis les élèves qui seront en 4e année, pour les accueillir dans les meilleures conditions, pas leur donner l'impression qu'on les oblige à venir chez nous, et que c'est un calvaire, alors qu'au contraire, on pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur notre territoire, et qu'on peut être reçu dans de très bonnes conditions. Voilà. Je vous remercie. Merci, Monsieur Moulin, d'avoir apporté le coup d'œil de l'Agence régionale de santé et des décideurs, presque au plus haut niveau, n'est-ce pas? Je voudrais juste dire un petit mot. Monsieur Moulin, vous avez évoqué les médecins étrangers, et je voudrais quand même leur rendre hommage. Parce que depuis 40 ans que je travaille à l'hôpital de Vierzon, puisque je fais partie des 12 500 médecins qui font du cumul emploi-retraite. Donc voilà. L'hôpital de Vierzon, je pense qu'aujourd'hui, les médecins qui ont été, et je ne crois pas dire de bêtises, les médecins, je parle uniquement des médecins, spécialistes et médecine polyvalente, médecine générale, qui ont été formés dans une faculté française, sur le territoire français, je crois, se comptent aujourd'hui sur une seule main pour une cinquantaine de médecins à l'hôpital de Vierzon, je pense.